Un accord de coopération énergétique a été conclu entre Brazzaville et Kinshasa pour concrétiser le projet dénommé Boucle de l'amitié énergétique visant à renforcer les transports des lignes entre les centrales hydroélectriques des deux pays. Condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Gombe dans une affaire de détournement des deniers publics, la Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à Vital Kamerhe ce lundi 6 décembre. Plus de 30 cas de choléra, dont 10 décès ont été enregistrés en moins de 3 jours à Mississi, en territoire de Fizi au sud Kivu. Information confirmée par le médecin-chef de zone de santé de Kumbi Lulenge. Bonjour à tous. Sans diplomatie, le président Félix Tshisekedi et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso ont signé un accord bipartite sur la collaboration énergétique. Par cet accord, la RDC et le Congo s'engagent à une mutualisation des moyens et ressources énergétiques au bénéfice de leurs peuples respectifs. Le président de la République Félix Tshisekedi a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu, le Premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koliné Makioso, le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la dirkaba du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple, dans la salle du Conseil de ministres pour la signature proprement dite de la déclaration conjointe entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et le Congo par le ministre RD congolais de l'énergie Olivier Mwenze Moukaleng et le ministre congolais des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats arabes unis, partenaire de ces grands projets qui réunissent à nouveau la RDC et le Congo-Brazzaville. En mot des circonstances, le ministre congolais des hydrocarbures a, dans son discours, relevé l'importance de ces protocoles d'accord qui répond à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion de réseaux électriques reliant Inga-Kinshasa en RDC et Brazzaville, centrale électrique de Pointe-Noire en République du Congo, devrait alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPM de la RD congolais a fait la lecture de la dite déclaration, sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville. L'actualité sur Télé 50, c'est aussi cette liberté provisoire que la Cour de cassation a accordée à Vital Kamerhe ce lundi 6 décembre, condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Gombe dans une affaire de détournement des deniers publics. Vital Kamerhe a vu sa peine être réduite en appel à 13 ans de travaux forcés en juin 2021, mais ne vivait plus en prison peu après sa condamnation officiellement pour des raisons de santé. C'est vers 23 heures de ce lundi 6 décembre que le président de l'UNC, Vital Kamerhe, a regagné son domicile après avoir recouvré sa liberté provisoire lui accordée par la Cour de cassation, moyennant une caution de 500 000 $ américains. L'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi avait été condamné en 2020 à 20 ans de travaux forcés, puis un appel à 13 ans de prison pour le détournement de plus de 48 millions de $ destinés à la construction des logements sociaux. Le président de l'UNC, allié des premières heures de Tshisekedi, a été notifié de sa liberté, qui ne prendra effet après paiement de la caution. Il avait été condamné in solidum avec l'homme d'affaires de nationalité libanaise, Sami Jamal, son principal co-accusé. Le troisième condamné dans cette affaire, Jano Mouima,
Ndolé, un fonctionnaire chargé des importations et exportations à la présidence congolaise, a purgé sa peine d'1 année de prison. Liberté provisoire, oui, mais Vital Kamerhe reste à la disposition de la Cour, où son pourvoi en cassation va se poursuivre, en dépit de cette liberté. Dans sa décision rendue mardi 15 juin, la Cour d'appel a déchargé Vital Kamerhe du blanchiment des capitaux. Contrairement à Jamal, toutes les parcelles de condamnés acquises en période suspectée et la somme de 7 millions de dollars de Kamerhe logés dans une banque sont ainsi saisies. La décision des libertés provisoires de Vital Kamerhe continue à diviser les juristes. Pour Jean-Claude Katende, cette liberté est conforme aux lois de la République. Un avis qui n'est pas partagé par Akage de Georges Kapiamba, qui estime que la Cour de cassation, en accordant la liberté provisoire à Vital Kamerhe, a créé un scandale judiciaire. Pour les juristes, après un prononcé des jugements, et dans les cas d'espèce une condamnation, la personne condamnée a le droit de faire appel contre la décision prise contre elle, afin que son procès soit repris. Cette reprise du procès sera sanctionnée par une autre décision qui pourrait être la confirmation de la condamnation ou l'acquittement. Ainsi donc, lorsque la demande en appel est acceptée par la juridiction qui l'a condamné, sa sanction tombe d'office, le mettant dans une situation de détenu provisoire. Cependant, la loi autorise les détenus provisoires à solliciter une liberté provisoire, qui sous-entend une libération du lieu de détention, faisant d'elle un homme libre. Dans certains cas, et exiger une caution souvent très élevée qui serait vue par les tribunaux comme étant une garantie, afin d'éviter une fuite éventuelle. La personne libérée provisoirement devrait impérativement se présenter à son procès en appel qui décidera de son sort final, qui sera soit une confirmation de la première condamnation, soit un acquittement simple. Par une motion d'information devant les sénateurs, Augustin Matata Ponyo réclame ses libertés de mouvement et demande à ce que ses immunités lui soient restituées. Matata Ponyo fustige la léthargie avec laquelle son dossier de recouvrement des immunités est traité au niveau du Sénat. Regardez. Qui en veut aux libertés des mouvements d'Augustin Matata Ponyo? Une question qui mérite d'être posée. Le sénateur veut recouvrer ses libertés des mouvements. Il a fait savoir en tout cas devant ses collègues sénateurs. Par une motion d'information, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo relève que dans son arrêt sous la compétence dans l'affaire Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle a formellement rendu impossible l'hypothèse que la Cour de cassation ou toute autre juridiction de l'ordre judiciaire, civil ou militaire ne puisse examiner cette question. En principe, dès le 15 juin, date à laquelle ce vote a été exprimé par la majorité des sénateurs, mes immunités devaient être retournées. Ma liberté des mouvements, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de la Chambre à laquelle j'appartiens, devait être retourné. Rien n'a été fait, et ceci en contradiction de la Constitution et des règles du pays. Pour sa part, le professeur de droit constitutionnel, Évariste Bochab, est allé dans le même sens. Pour lui, la compétence étant d'attribution. La Cour constitutionnelle n'a pas voulu mettre à l'abri de l'incompétence absolue. Aucune juridiction de l'ordre judiciaire ne peut connaître le dossier Bukanga Lonzo, d'autant plus que la Cour s'est déclarée incompétente. Or, la Cour de cassation en fait partie. Ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu. Lui restituons toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. Devant ces arguments musclés, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, dit attendre être notifié par la Cour constitutionnelle. Pourtant, les documents attestent évidemment que le Sénat est déjà saisi. Pourquoi toucher à la liberté des mouvements d'Augustin Matata Ponyo sans une base légale? Quelle est la motivation? Pourquoi s'opposer à l'exécution d'une décision de justice
à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Pourquoi le procureur général près la Cour constitutionnelle fournit beaucoup d'efforts pour atteindre manifestement à la liberté des mouvements, qui n'est justiciable pénalement devant aucune juridiction nationale pour des faits commis dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Pourquoi aujourd'hui, face à l'évidence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, pourquoi ne pas avoir l'humilité de s'incliner? En réaction, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a appelé son collègue Matata Ponyo, du reste appuyé par le sénateur Bochab, à la patience, le temps pour le bureau de la Chambre d'être notifié par la Cour constitutionnelle dont le procureur près avait sollicité la levée des immunités, non pas dans l'affaire Boukangalonzo, mais plutôt dans le dossier zaïrianisation. Suivez. Le Parlement, le pouvoir législatif, article 151, alinéa 2, dispose que le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Ceci veut dire que le jour où nous serons notifiés formellement, nous allons tout simplement exécuter la décision qui nous sera communiquée. À notre niveau, ce serait violer la Constitution que d'engager un débat sur une question qui est déjà au niveau de la justice. Nous avons suivi la pertinente intervention de notre collègue Bochab, qui de surcroît est un grand professeur de droit. Ce que j'ai retenu de son intervention, il dit que la Cour de cassation s'était déjà prononcée en disant qu'elle était incompétente. Rien que ce point-là, je vous dis, sous le contrôle des membres du bureau, que nous n'avons jamais été saisis par la Cour de cassation, ni par la Cour, ni par le procureur général près la Cour de cassation. Deuxièmement, il dit qu'il y a eu un non-lieu, mais nous sommes en droit administratif. Pour nous, si il y a un non-lieu, il y a toujours un document qui est délivré, que le collègue fasse diligence, dès qu'il nous apporte un document qui dit qu'il y a non-lieu dans le dossier pour lequel les immunités avaient été levées, à la minute, automatiquement, il recouvre ses immunités. Mais nous n'avons pas ce dossier-là, nous n'avons pas ce document-là. Outre l'affaire Matata, le Sénat a adopté la proposition de loi portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. Le vote est intervenu ce lundi 6 décembre au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati Lukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 92 membres ont pris part au vote. 92 membres ont voté par oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Les sénateurs ont pris cette décision après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. 22 articles ont été concernés par les divergences entre les deux chambres du Parlement. Les commissions socioculturelles de deux chambres ont réussi à aplanir ces divergences afin de doter le pays d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Modeste Bahati Lukwebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du congrès le lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a par la suite sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures du gouvernement afin de lutter contre la 4e vague de Covid-19 jugée dangereuse. Escalade verbale à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux dits révolutionnaires de l'Union sacrée demandent au député national d'Élie Sessanga de présenter ses excuses au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso pour des propos irrespectueux à son égard.
Face à la polémique qui a opposé la semaine dernière le président de l'Assemblée nationale au député national Deli Sesanga, dans une déclaration, les députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée demandent à Deli Sesanga de présenter ses excuses publiques. Fort de cette attitude blâmable, la coordination des députés nationaux révolutionnaires exige sans désemparer aux collègues incriminés la présentation officielle à la plus prochaine plénière des excuses révérencieuses au peuple congolais, au gouvernement de la République, à la représentation nationale ainsi qu'à son président, dont la personnalité a été exposée au mépris du public, sous peine d'un déréfèrement de la question au comité de sages, et c'est conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La coordination des députés nationaux révolutionnaires appelle tous les autres élus à se désolidariser de leurs collègues et à engager en vertu de la Constitution et des dispositions à se désolidariser de Deli Sesanga et à préserver le prestige et la dignité de l'Assemblée nationale. En santé, les officiers supérieurs de la police se sont fait vacciner hier lundi après un échange enrichi avec le ministre de la Santé publique sur les bienfaits du vaccin contre la Covid-19. Cette opération s'inscrit dans le contexte de la campagne de sensibilisation à la vaccination contre la pandémie qui a pour but d'atteindre 40% de la population vaccinée d'ici la fin de l'année 2021. Le ministre de la Santé espère que cet acte aura permis d'augmenter le nombre des personnes vaccinées avant la fin de l'année. Le ministre de la Santé publique a expliqué lors d'un échange tenu avec les officiers supérieurs de la police l'importance et la nécessité de la vaccination contre la Covid-19, en plus de l'apparition du variant Omicron. Après la réception de nouveaux vaccins de l'AstraZeneca, Moderna et Pfizer, l'objectif du ministère de la Santé et de l'OMS est d'atteindre pour la fin de cette année au moins 40% de la population vaccinée et 70% pour le milieu de l'année prochaine. Tels sont les enjeux de cette campagne de sensibilisation bâtie par le docteur Jean-Jacques Mungani, qui est passé par le parlementaire de l'Assemblée nationale, le corps judiciaire du palais de la justice et qui poursuit par les officiers supérieurs et cadres de la police. À l'issue de cet échange, les officiers ont été éclairés par les experts sur le bienfait du vaccin, le composant ainsi que les effets secondaires du vaccin. Ils se sont fait vacciner. Ceux derniers se sont portés garants pour édifier et sensibiliser leurs subalternes et, sous commandement à se faire vacciner, aussi a déclaré le commissaire supérieur Sylvain Ngoï. Toujours dans le domaine de la santé, plus de 30 cas de choléra, dont 10 décès ont été enregistrés en moins de 3 jours à Mississi, en territoire de Fizi, au sud Kivu. Information confirmée par le médecin-chef de zone de santé de Kumbi Lulenge, qui plaide par ailleurs pour l'installation du centre de traitement de choléra à Mississi afin de limiter les pertes en vies humaines. Plus de 30 cas de choléra et plusieurs décès ont été enregistrés en moins de 3 jours à Massissi, de la zone de santé de Kumbi Lulenge, en territoire de Fizi au sud Kivu. Dans une adresse faite devant la presse lundi 6 décembre dernier, le docteur Kos Kenemo, médecin-chef de zone de santé de Kumbi Lulenge, a fait savoir qu'une dizaine de décès sont déjà enregistrés. Il renseigne que le premier cas de maladie a été enregistré le samedi dernier et serait venu du village Miba, dans le carré minier. Il souligne aussi que beaucoup de maladies arrivent à l'hôpital, déjà dans un état critique, situation qui serait à la base de ces nombres élevés de décès. Il plaide pour l'installation du centre de traitement de choléra à Massissi afin de limiter les pertes de vie humaines. Le docteur Koskenemo appelle également la population à bouillir l'eau et à bien préparer les aliments pour combattre cette maladie. Au Bénin, la justice a condamné ce mardi l'opposant Joël Avoué et deux de ses co-accusés à 10 ans de prison ferme. C'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui a prononcé ce verdict à Porto Novo devant un public surpris. Le constitutionnaliste et consort ont été reconnus coupables de blanchiment des capitaux et de complot contre l'autorité de l'État. Les célèbres constitutionnalistes Joël Aïvo a été reconnu coupable de blanchiment des capitaux
et des complots contre l'autorité de l'État par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une juridiction spéciale créée en 2018 est considérée par ses détracteurs comme un instrument de musellement de l'opposition. Il écope, ainsi que 2 de ses co-accusés, Boni Sarré et Ibrahim Bachabi, des militaires qu'il ne dit pas connaître, de 10 ans de prison, tandis que son comptable, Alain Nyolonfoun, également accusé pour le même fait, a été acquitté. Pendant les audiences, ses avocats avaient dénoncé l'absence de preuves et un dossier vide. Lors du prononcé de ce verdict, l'un de ses avocats, Robert Bonou, regrette que la justice béninoise ait réussi à fabriquer à tout prix un Bob Denard Jr. du nom de ce célèbre mercenaire français. Pour lui, Joël Aïvo n'est pas un mercenaire, mais un pèlerin de la démocratie. Par ailleurs, Joël Aïvo est condamné à verser une amende de 45 millions de francs CFA contre 5,7 millions pour ses camarades. Au cours de ce procès, l'opposant était convaincu de payer pour ses convictions démocratiques. Il ne revient pas à la justice criminelle d'arbitrer les adversités politiques. Seule la démocratie est éternelle. On peut en sortir, mais croyez-moi, on y revient toujours. A-t-il déclaré à la barre et de s'interroger. Aujourd'hui, c'est moi. À qui le tour demain? Aux arrêts depuis le 15 avril 2021, figure majeure de la jeune génération d'acteurs politiques béninois, candidat recalé à l'élection présidentielle d'avril 2021, qui a donné pour vainqueur Patrice Talon, Joël Aïvo et aussi un constitutionnaliste réputé. Ouvrons notre page sportive par la Vodacom Ligue 1. L'association sportive V-Club a battu ce mardi le FC Lubumbashi Sport sur le score de 2-1 et retrouve le podium. Interrompu hier à la 43e minute de jeu suite à une pluie torrentielle, le match Lubumbashi Sport a été poursuivi ce matin. Mené depuis hier sur le score de 0-1, les kamikazes de Lubumbashi Sport vont revenir dans le match en égalisant aujourd'hui et Marouk Tchake va permettre à V-Club de gagner ce match grâce à son deuxième but marqué à la 75e minute. Grâce à cette victoire, V-Club se classe 3e avec 23 points, derrière Lupopo et Mazembe qui comptent respectivement 24 et 25 points. Il faut savoir que dans le match, c'est un match qui se joue à 90 minutes. Hier, on menait et puis le match s'est arrêté. Aujourd'hui, on est revenu d'un coup, on a pris un but. Il fallait éviter ça, mais on n'a pas su éviter. On a su remonter. J'ai eu la chance, j'ai dit bon, c'est l'occasion de la saisir et puis voilà. Parce qu'on travaille sur ça, l'entraînement, on ne peut pas dire que bon, on ne peut pas compter sur nous, on compte sur toute l'équipe. Parce qu'on a des bons tireurs comme moi, donc on peut toutefois faire la différence sur les coups de pied arrêtés. Et voilà, hier, c'est sur un coup de pied d'arrêté aussi, on a marqué. En international, plusieurs matchs sont à suivre ce soir pour le compte de la Ligue des Champions, comptant pour la 6e et dernière journée. Le Real Madrid devra valider son ticket pour les 8e de finale face à l'Inter de Milan ce soir à la Maison Blanche. Même chose pour l'Atlético Madrid qui sera reçu par Porto de l'international congolais Chancel Mbemba. Déjà qualifié 8e de finale, Liverpool jouera l'AC Milan. Place au rappel des principaux titres. Un accord de coopération énergétique a été conclu entre Brazzaville et Kinshasa pour concrétiser le projet dénommé Boucle de l'amitié énergétique visant à renforcer les transports des lignes entre les centrales hydroélectriques des deux pays. Condamné le 20 juin 2020 à 20 ans de travaux forcés par le tribunal de grande instance de Gombe dans une affaire de détournement des deniers publics, la Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à Vital Kamerhe ce lundi 6 décembre. Plus de 30 cas de choléra, dont 10 décès ont été enregistrés en moins de 3 jours en territoire de Fizi au Sud Kivu. Information confirmée par le médecin-chef de zone de santé de Kumbi Lulenge. Merci de rester avec nous pour la revue de presse qui intervient dans un instant sur votre chaîne. Le tour d'horizon de ce mardi dans une sélection de Jenny Kayembe. On parlera de la Cour de cassation ainsi que de la Covid au Togo. Bonjour et bienvenue Jenny. Merci Amina Bayombo. Bonjour à tous. La Cour de cassation a décidé de libérer provisoirement sous caution Vital Kamerhe.
Exactly, la décision est tombée hier. Elle fait suite, en croire la cellule de communication de cette juridiction, repris par africanews.fr, au tableau médical très critique de l'ancien directeur du cabinet du chef d'Élita, et c'est sous caution de 500 000 $ américains, confirment les sources proches au président national de l'UNC. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de $ américains alloués à la construction de maisons préfabriquées pour des militaires et des policiers dans le cadre d'un programme qui devait lancer le mandat du président Félix Tshisekedi. Rappelle ce média en ligne, cette peine a été réduite à 13 ans de prison en appel en juin 2021. Lors des audiences, ses avocats avaient dénoncé un procès politique pour l'empêcher de se présenter en 2023, alors que la justice avait plus d'une dizaine de fois refusé de lui accorder la libération provisoire. Son principal co-accusé, l'entrepreneur libanais Sami Jamal, lui est toujours en détention à la prison de Makala. Il avait été condamné à 6 ans en appel. Son avocat, Maître Jamal, s'est réjoui de la libération de Vital Kamerhe et espère qu'il en sera de même pour Sami Jamal. Ajoute Radio France Internationale. Le chef d'Élita s'était exprimé il y a quelques mois sur le sort de son allié incarcéré. Félix Tshisekedi avait laissé entendre, je cite, « Ce qui est arrivé, nous les déplorons tous, mais j'ai continué à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, et en plus quelqu'un dont la République a besoin grâce à son intelligence, son expérience, et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays », disait Félix Tshisekedi, repris par actualité.cd en juillet 2021. Politiquement, son parti était dans une situation inconfortable entre le soutien à l'Union sacrée de la nation et la distance souhaitée par certains cadres. L'Union pour la nation congolaise avait par exemple demandé à ses députés de suspendre leur participation aux réunions de la plateforme électorale Cap pour le changement et à l'Union sacrée de la nation initiée par le chef d'Élita. Le parti avait également appelé la Chambre basse du Parlement à s'assurer que le processus électoral soit accompagné d'un large consensus entre les parties prenantes en vue d'un aboutissement heureux du cycle électoral. Un procès historique qui a coûté la vie du juge Raphaël Yanni, chargé de l'affaire Kamerhe, décédé dans la nuit du 26 au 27 mai, 2 jours après avoir présidé la deuxième audience d'un procès qui avait pour principal accusé Vital Kamerhe. La justice congolaise avait ouvert une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de son décès brutal. L'enquête avait indiqué que le magistrat était décédé d'une hémorragie résultant d'un traumatisme crânien et des coups reçus à un endroit très sensible du crâne. Covid-19 au Togo, le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les chefs des confessions religieuses. Tout à fait. Au Togo, les bras de fer qui opposent Payadowa Boukepsi, ministre togolais de l'administration territoriale, aux responsables des confessions religieuses concernant l'obligation de la passe vaccinale pour accéder aux lieux de culte se poursuit, rapporte lacroix.com. Cette mesure sera d'application à partir du 2 décembre prochain. Les agents du groupe mixte de surveillance seront envoyés vers les différents lieux de culte de toutes les confessions religieuses en collaboration avec les équipes d'accueil pour effectuer le contrôle. La mesure est obligatoire. Le ministre de l'administration territoriale refuse même d'accorder une audience aux évêques togolais qui souhaitent le voir pour discuter de vive voix avec lui. Alors, face à cette situation, les évêques expriment leur désaccord au sujet de cette obligation de présenter une passe vaccinale avant d'accéder aux lieux de culte. Les psychopathes togolais fustigent également la fermeture des lieux de culte. À la demande de la direction du culte adressée à tous les chefs religieux, celle d'envoyer la liste de personnes à former pour le contrôle de passes et de résultats des tests PCR. Les évêques refusent et invitent les familles des dieux au Togo à ne pas entrer dans une logique d'affrontement, à s'abstenir de toute réaction susceptible de susciter de troubles ou des violences, ajoute Radio France Internationale. Même des églises évangéliques refusent de se plier à la demande du gouvernement. Leurs fidèles ne comprennent pas pourquoi l'accès aux bars, restaurants, marchés et lieux de funérailles ne font pas l'objet de la même exigence. Jenny Kayembe, merci pour votre revue de presse de ce Merci mardi. à vous autant. Le prochain journal, c'est dans moins d'1 heure. Excellente suite des programmes sur Télé 50. Protégez-vous, respectez les gestes barrières.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.